Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre réflexion sur des thèmes philosophiques fondamentaux avec le professeur Bernard Fels, professeur émérite de l'Université catholique de Louvain et philosophe des sciences. Professeur Fels, bonjour. Bonjour. On a beaucoup parlé de différentes thématiques. Il y a quand même, au niveau de la philosophie des sciences aussi, toute la question de l'éthique, de la bioéthique. Quel est le regard du philosophe par rapport à ces deux thématiques? C'est une thématique tout à fait essentielle. Je vous rappelle, c'est une des trois... Que dois-je faire? C'est une des trois grandes questions de philosophie selon Kant. Et qui se pose particulièrement aux scientifiques après la guerre de 40. Pour les physiciens, la grosse prise de conscience, c'est Hiroshima. Bon. Voilà ce que la science a donné. Ça se discute, hein, je ne dis pas qu'il mais il faut admettre que dans la conscience des physiciens... Si vous voulez, le courant scientifique s'inscrit dans une recherche de vérité et dans la logique d'une recherche d'un monde juste. Il y a si vous voulez, c'est Merton, qui est un sociologue des sciences, qui a travaillé sur et qui a fait le rapprochement, d'ailleurs avec même un peu à la manière de Weber sur le capitalisme et le protestantisme. Il dit oui, la culture scientifique et le protestantisme. Hein, il y a quelque chose d'universaliste, si vous voulez, dans la démarche scientifique, qui fait que Hiroshima clairement a posé question. Mais plus pratiquement, si vous voulez, c'est à Nuremberg. Il y a eu deux procès de Nuremberg. On l'ignore. Il y a eu un procès de Nuremberg en 1945 qui était tenu par un tribunal militaire international, et alors qui a jugé une vingtaine de responsables nazis. Hein, bon. En 1946, il y a eu un tribunal militaire américain, pas international, et qui a jugé les médecins nazis. Les scientifiques nazis qui avaient mis la science au service d'expériences, et les scientifiques en général, les médecins donc dans le secteur médical. Bon, Mengele était le personnage sans doute le plus connu. Mais ce qui est intéressant, indépendamment même, bien entendu, un fait tout à fait majeur, mais ça donnait lieu en 1947 à ce qu'on appelle le Code de Nuremberg. Et le Code de Nuremberg est une sorte d'ensemble de mesures par lesquelles, juridiquement, on disait au fond, le scientifique doit respecter l'humain. C'est une reprise, mais plus détaillée et en termes plus contemporains, plus adaptés à la technologie, si vous voulez, du serment d'Hippocrate à certains égards. Mais dans lequel, par exemple, on ne peut pas faire d'expérimentation humaine. On ne peut pas faire d'expérimentation humaine sans avoir l'aval de la personne. Enfin bref, il y a toute une série de critères. Bon. Ce code de Nuremberg n'a pas eu grande influence. Pourquoi? Les médecins nazis, dans le monde scientifique, il n'y a pas un scientifique qui se reconnaissait dans les médecins nazis. Donc au fond, on prend des mesures pour des fous. On n'est pas fous. Bon. Pourtant, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 50, comment se fait le test des médicaments? Dans les années 50, de manière à grande échelle, aux États-Unis, il y avait des populations carcérales, des populations handicapées, bon, à leur insu, il faut des tests de médicaments. Alors, ça pose question. Et c'est l'Association médicale mondiale, donc ce sont les médecins eux-mêmes qui ont pris en charge la question, et qui alors ont élaboré les conditions dans lesquelles des tests des tests de médicaments par exemple. Bien entendu, il faut des tests de médicaments. L'histoire le montre, la thalidomide, enfin bref, il y a toute une série d'accidents liés à des médicaments qui n'avaient pas été testés comme il faut. Donc, si vous voulez, là, le principe du test de médicaments n'est pas du tout remis en cause. Par contre, les modalités doivent être régulées, et le droit et l'éthique est bien entendu là un élément tout à fait majeur. Et ça se passe dans les années 60-70. Alors vous arrivez dans les années 80 où la problématique là porte alors sur les OGM, et alors bon, dans le monde francophone en tout cas, vous savez que c'est Mitterrand en France qui a institué le premier comité consultatif national pour les questions de bioéthique. Alors ce qui est intéressant dans cette histoire, comment se compose la commission? La commission se compose par des représentants de toutes les philosophies et systèmes religieux. Au fond, quelque part, c'est un effort de la société de prendre en charge une réflexion sur la dimension éthique de l'existence.
Mais ça rejoint l'intuition kantienne de l'éthique. Hein. C'est-à-dire, l'idée, alors les post-kantiens, Habermas, entre autres, nous parlent d'une éthique de la discussion, mais des comités d'éthique, c'est vraiment ça. Alors, au fond, on doit réfléchir, quel monde cherche-t-on, hein? Que dois-je faire? L'idée, c'est pas de dire qu'il y a un monde, il y a un monde théorique qui existe quelque part. Non, on est responsable de l'avenir, hein? On est devant un avenir ouvert. Quel monde souhaite-t-on? Et à certains égards, c'est la société civile à décider. Alors ça, c'est aussi un changement. Vous voyez, je reviendrai ultérieurement sur le concept de modernité. Il y a une dimension éthique à la modernité, mais qui, à certains égards, n'a pas été pris en compte jusqu'en 1950, quand on parlait de morale. Hein. D'ailleurs, c'est très marrant, on parlait de morale, et ça touchait essentiellement la vie privée, au fond, hein. La vie individuelle. Pour dire les choses simplement, l'argent n'a pas d'odeur. Quand vous dites l'argent n'a pas d'odeur, c'est une manière de dire l'éthique n'a rien à voir avec la vie sociale et la vie économique. Bon. Or ça, c'est une évidence jusqu'en 1960, 70, 80. Par contre, si vous voulez, par le biais de la bioéthique, il y a toute une réflexion qui se fait sur la manière dont un hôpital doit être géré, sur les rapports entre le médecin et le patient, sur la problématique des tests de médicaments, sur la problématique des remboursements et de l'accès à la santé. Donc, si vous voulez, le courant bioéthique a lancé toute une réflexion éthique sur une dimension fondamentale de l'existence, qui est tout le rapport à la santé, et qui est un secteur social tout à fait important. De telle sorte, si vous voulez, que cette intuition de se dire, oui, mais il n'y a pas que dans le secteur de la santé que la technologie pose des problèmes. Hein. Et donc, par conséquent, dans le domaine agricole, dans le domaine technique et dans le domaine économique, de telle sorte que vous avez, depuis les années 90, des chaires d'éthique économique et sociale. Mais c'est impensable en 1950. Ça veut dire en 1950, l'argent n'a pas d'odeur. En 1995, il y a de l'argent sale. On passe à un autre registre. Mais ça veut dire qu'on introduit l'éthique dans le système social. Et je pense que c'est une dimension majeure de la société. C'est pas secondaire. Si vous voulez, chaque être humain, qu'est-ce que c'est être humain? C'est de participer collectivement à la construction d'un monde commun. Hein. Mais ce monde, il peut être le pire ou il peut être le meilleur. On a connu le pire, enfin je veux dire le XXe siècle a connu le pire. Prenez des gens, Hitler c'est quand même un exemple d'une posture assez catastrophique. Bon, Staline n'est pas loin de là non plus. Hein, je veux dire, on a quand même connu, moi je suis de l'immédiate après-guerre, disons, mais n'empêche, ça veut dire que dans une intelligence collective, ce qui s'est passé dans la première moitié du XXe siècle est tout à fait fondamental. Donc si vous voulez, il me semble que les questions de bioéthique ont eu cette capacité particulière de faire en sorte que la question éthique se pose à l'ensemble du champ d'activité sociale. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Alors, c'est vrai, hein, on peut le dire, prenez même toute la problématique du féminisme, s'inscrit dans ces choses-là aussi. Vous pouvez avoir une lecture, effective, d'un groupe social qui se défend, et a raison, mais il y a aussi la lecture d'une dynamique sociétale où le respect de chacun devient un critère tout à fait décisif. Et donc, si vous voulez, une sorte de prise de distance par rapport à une sorte de déterminisme purement économique. C'est clair qu'on est dans une société où le déterminisme, où le poids de l'économie est absolument assourdissant, je dirais presque. Mais n'empêche qu'il y a des espaces. Il y a des espaces où sociétalement, ce n'est pas seulement des individus qui résistent. Non, on est dans une dynamique sociétale où on juge que la dimension éthique prend une place tout à fait décisive. Hein. Et alors c'est vrai dans tous les secteurs. Moi je suis un peu impliqué dans le secteur même de l'éducation et de la formation. C'est clair que c'est une dimension qui est devenue tout à fait fondamentale. Et je trouve que c'est une caractéristique importante de notre société.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va devenir hein, quand on voit le nouvel dirigeant des États-Unis, on a l'impression d'une régression incroyable. Mais n'empêche, je pense que depuis les années 60 jusqu'en 2020, il y a eu une prise de conscience de l'importance de l'éthique et qui me paraît un élément tout à fait important. Il est intéressant, comme vous nous l'avez présenté au cours de cette émission, que c'est par le biais de la bioéthique qu'on est revenu à l'éthique. Mais oui, ceci dit, c'est clair que le monde médical, si vous voulez, à la distinction des techniciens de la physique, hein, que sais-je, encore qu'avec Hiroshima, il y avait quand même un appel, mais n'empêche, si vous voulez, le monde des ingénieurs est un monde qui travaille la matière. Hein. Le médecin est face à un être humain. Et de cette manière, c'est le rapport à l'humain qui est le lieu de la question éthique. Le problème, si vous voulez, c'est que la technologie en général n'a pas un rapport à l'humain immédiat. Hein. Il a un rapport à l'humain de manière évidente. Hein. Je veux dire, prenez les conditions de travail dans la sidérurgie, prenez dans n'importe quelle industrie. Donc je veux dire, mais n'empêche, on a l'impression que c'est second. Alors que le rapport à l'humain est tout à fait fondamental, une notion fondamentale de la pratique médicale. Donc il n'est pas étonnant que ce soit du monde médical que soit réapparu d'une certaine manière ou réaffirmé l'importance d'une éthique dans le lien à la technologie. Parce que d'une certaine manière, il y a une tendance dans le monde scientifique. Il y a ce qu'on appelle une sorte de... En dehors de la science, il n'y a rien qui existe, d'une certaine manière. Alors que précisément, je trouve que la philo, et c'est pour ça que j'aime bien Kant, parce que précisément, la question éthique est tout aussi rationnelle que la question de la connaissance. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Quel monde on veut? Or, c'est ça l'éthique. D'ailleurs, il y a une anecdote que j'ai bien rappelée, enfin, je ne sais pas si c'est... Enfin, quand j'étais jeune, j'étais un des plus jeunes enfants et on m'envoyait faire les courses. Hein, et j'ai découvert après coup que les épiceries, à l'époque, c'était des mondes féminins. C'est des dames qui allaient aux courses pendant que monsieur travaillait. Donc moi, j'étais en général dans un milieu de dames. Mais les conversations, 3 fois sur 4, se terminaient. On ne sait pas ce qu'on doit faire pour bien faire. C'est la question éthique. C'est la définition kantienne de Kant. Donc, si vous voulez, de l'éthique, pardon. Donc, je veux dire, la philosophie rejoint la vie quotidienne. Et dans l'éthique, c'est précisément un lieu tout à fait décisif. Chacun va chez son médecin. Et la manière dont le médecin pense le rapport au vivant, la manière dont il pense l'intégration de la technologie à sa technique de soin est tout à fait décisive. Et alors précisément, je pense que c'était effectivement à partir de là que quelque part l'éthique a repris de sa crédibilité. Voilà. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.